Bienvenue dans les jeudis des professions de santé, bienvenue dans cet espace unique de débat télévisé. Alors l'objectif de cette émission de retour dans les conditions du direct est de rendre hommage à celles qui sont devenues en 6 semaines la fierté de tout un peuple. Je veux parler du monde infirmier, envoyé au combat dans des conditions difficiles, souvent indignes par manque de protection, et dans des conditions de travail financières et organisationnelles indécentes. 2 infirmières ont accepté notre invitation. À toutes 2, elles représentent pratiquement l'ensemble de leur profession. Céline Laville est infirmière hospitalière à Poitiers et présidente de la coordination interprofessionnelle infirmière. Catherine Kirnidis est infirmière libérale à Avignon et présidente du SNIL, le syndicat national des infirmiers libéraux. Au moment où le monde des médecins libéraux hospitaliers se renvoie la balle de leur dialogue difficile, voire parfois impossible, elles nous diront comment leur unité, elle, n'est pas de façade. Mais elles nous expliqueront ce qui n'allait pas au moment de défendre le pays contre le Covid, les promesses dont certaines ne sont pas encore tenues et surtout tout ce qu'elles attendent concrètement, conditions de travail et salariales, au-delà des applaudissements quotidiens qui vont vite s'arrêter au moment du déconfinement et qui manifestent un vrai malaise d'ailleurs perçu par ceux qui applaudissent. À mes côtés, Nicolas Leblanc, représentant notre partenaire, le groupe Vive et Médecins de Santé Publique, une émission que l'on veut, Nicolas, respectueuse et constructive. Bonjour Jean-François, bonjour Céline, bonjour Catherine. Oui, une émission respectueuse et constructive, respectueuse de tous les professionnels de santé, quel que soit leur statut, et constructive puisqu'elle propose un dialogue entre les soignants. Alors Céline, bonjour. Bonjour. Ces applaudissements quotidiens vous gênent vis-à-vis de vos collègues libérales ? Alors non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, les Français, quand ils applaudissent à leur balcon, ils applaudissent tous les soignants de France et pas que ceux qui sont dans le monde hospitalier. Et je pense qu'ils applaudissent autant les libérales que celles qui travaillent à l'hôpital, que les agents qui travaillent dans les maisons de retraite. Catherine, bonjour. Bonjour. Je suppose que cette réponse vous va droit au cœur. Oui, évidemment, dans les applaudissements qui résonnent tous les soirs à 20h, effectivement, c'est une profession dans toute sa diversité qui est honorée. Et même si, effectivement, nos collègues salariés sont particulièrement sollicités, les infirmiers libéraux aussi sur le terrain, et du coup, on se sent aussi concerné par cet hommage. Alors, un point négatif pour toutes les deux, d'ailleurs, les injures proférées par certains individus méprisables qui n'étaient apparemment pas ravis de partager un immeuble ou une résidence avec des infirmières. Qui répond, Céline, pour commencer ? Je dirais qu'effectivement, dans une crise comme celle-là, on voit le pire et le meilleur de l'être humain. Et on voit le meilleur avec les applaudissements et toutes ces chaînes de solidarité qui se sont mises en place depuis le début du Covid-19. Mais on voit aussi le pire dans effectivement ce que vous venez de relater, ces infirmiers, ces soignants qui sont proprement peut-être jetés de chez eux ou de leur immeuble parce que la population a peur de ce virus. Catherine, je suppose que c'est pareil pour vos troupes. Vous avez une réaction contre ça ? Alors en fait, cette question-là est à déplorer, bien évidemment. Comme le disait très, très justement Céline, on a droit au pire et au meilleur. Il est évident que ces réactions-là de la population, c'est symptomatique quand même de la peur qui règne pour l'ensemble de la population et des interrogations, des angoisses liées à un manque d'information, un manque de protection. C'est un peu cacophonique et du coup, ça ne rassure pas les gens. Et cette question autour du manque de matériel a probablement cristallisé aussi le risque encouru par les professionnels de santé qui peut effrayer la population, forcément. Alors, vous l'avez dit, l'une et l'autre, hein, ces applaudissements vont à tous les soignants, brancardiers, kinés, infirmiers, médecins, etc., etc. J'ai envie de dire, tous ces professionnels de santé qui sont partis un peu au feu et au front. À votre avis, combien y a-t-il de victimes, Céline, dans le monde hospitalier, déjà de cette épidémie de Covid au sein des soignants ? Eh bien, écoutez, je suis incapable de vous répondre parce qu'il est très compliqué d'avoir des chiffres. Vous noterez quand même que le gouvernement annonce les chiffres de population testés positifs, mais il n'y a pour le moment aucun chiffre de soignants
contaminés, aucun chiffre de décès, si ce n'est le peu qui ont été médiatisés de médecins généralistes ou de médecins urgentistes ou de médecins réanimateurs. Au niveau des soignants proprement dit, nous n'avons aucun chiffre. Et dans nos propres établissements hospitaliers, il est très compliqué d'avoir des chiffres. Dans mon établissement à moi, je n'arrive pas à avoir de chiffres, le chiffre du nombre de personnels soignants Covid positifs. C'est très, très compliqué. Et vous, Catherine, dans le monde libéral, vous avez une idée de ce chiffre? Alors, on a, comme le disait Céline, en libéral non plus, on est incapable d'avoir une idée précise du nombre de professionnels qui sont malades ou décédés. On a eu quelques informations médiatisées d'un ou deux infirmiers qui sont décédés suite au Covid. Pour autant, on sait qu'il y a des collègues qui sont malades. On le sait, on en saura un petit peu plus peut-être après avec les statistiques qui seront remontées à la Caisse nationale d'assurance maladie, puisqu'on a la possibilité de se déclarer malade pour pouvoir percevoir des indemnités journalières à titre exceptionnel. Mais pour l'heure, on n'a aucune information à ce niveau-là. Merci. Alors, l'entente entre les libéraux et les hospitaliers chez les médecins est parfois matinée d'indifférence. Comment vous travaillez-vous avant l'épidémie, pendant l'épidémie et peut-être après? Y a-t-il réellement des collaborations qui se sont installées depuis l'épidémie? Eh bien, je dirais que on a toujours travaillé en collaboration. Pourquoi? Parce que l'infirmière hospitalière et l'infirmière libérale se suivent dans le parcours de soins du patient. Le patient a une problématique de santé, il vient à l'hôpital, il prend ses soins à l'hôpital. Là, c'est l'infirmière hospitalière qui s'occupe de lui. Et l'infirmière hospitalière va passer le relais à sa collègue infirmière libérale quand le patient va sortir. Donc, il n'y a pas de rivalité entre infirmière hospitalière et infirmière libérale. Pas comme dans le monde médical en tout cas. Peut-être parce que, je ne sais pas, on n'a pas les mêmes... comment dire, je voudrais blesser personne, mais voilà, on s'inscrit dans un parcours de soins, pas dans une concurrence en fait, si vous voulez. Catherine, qu'en pensez-vous? Je pense que Catherine me rejoindra là-dessus. Alors, je crois qu'effectivement, les infirmières, qu'elles soient infirmières à domicile ou infirmières à l'hôpital, avant tout, elles font le même métier. Je crois que ça, c'est très, très important. Il n'y a pas de concurrence. Après, il est évident que c'est quelquefois difficile, mais ce n'est pas du fait des infirmières, c'est que quelquefois, la communication entre le monde libéral et le monde hospitalier est difficile parce que le lien qu'on appelle ville-hôpital est quelquefois difficile à mettre en place pour différentes raisons qui ne sont pas forcément liées à des problèmes de perception du métier par les infirmières hospitalières ou par les infirmières à domicile. Pour autant, depuis plusieurs années, nous avons été très unis, on a participé ensemble à des mouvements pour le soutien de la population infirmière, on a participé à des manifestations communes pour revendiquer, alors si ce n'est les conditions de travail, hein, mais des reconnaissances de nos compétences, des valorisations de nos compétences qui sont souvent niées et mal reconnues. Alors on va voir dans un instant que vous êtes très remonté et que ça va chauffer quand ça va se calmer un petit peu dans vos professions. Est-ce que vous allez aller à la négociation unie ou est-ce que c'est prématuré ? On n'a pas encore parlé de ça entre organisations. Effectivement, je pense qu'on a tous notre petite idée sur le sujet. Pour ma part, je pense qu'il faut qu'on y aille unis comme on l'a toujours fait parce que l'union fait la force et qu'on se rend bien compte dans cette crise que ce soit les hospitaliers ou les libérales, on est aussi peu considérés les uns que les autres. Alors Catherine et Céline, main dans la main, avenue de Ségur. Catherine. Alors, on verra, c'est pas si évident que ça, tant les revendications peuvent être différentes entre le monde salarié et le monde libéral. Pour autant, il y a quand même des choses qu'il va falloir qu'on défende ensemble, ce que je disais tout à l'heure par rapport notamment aux compétences.
aux compétences des infirmières en matière de prévention, de suivi des pathologies chroniques, en matière de santé publique aussi. On a une vraie place en santé publique et donc cette compétence plus autonomes devront être mis sur la table parce qu'on a vu qu'on a été en capacité de se mobiliser à tous les niveaux pour mettre en évidence ce que l'on peut apporter à la population en termes d'accompagnement, de prévention, de surveillance, de dépistage. Alors Céline, vous représentez que les infirmières dans la future négociation, ou vous serez aussi le représentant des brancardiers, des aides-soignantes, du personnel hospitalier dans sa généralisation, ou chaque métier va négocier de son côté? En ce qui concerne mon syndicat, on va négocier pour tous les hospitaliers parce que nous représentons tous les hospitaliers. Tous les personnels paramédicaux en tout cas. Et je pense que cette crise a bien montré qu'il n'y a pas que les infirmières et les aides-soignantes à l'hôpital, il y a effectivement les manips radio, il y a les brancardiers, il y a les femmes de ménage, il y a tout un monde, tout un panel de métiers qui s'ils ne sont pas là les uns et les autres main dans la main, l'hôpital ne tient pas. Alors, on ne dit pas un brancardier, une infirmière, une aide-soignante par propos sexiste, c'est que c'est la réalité. On compte 700 000 infirmières en France, dont 87% de femmes d'une moyenne d'âge de 45 ans. Ça signifie, Catherine, qu'on a envoyé de nombreuses mamans, souvent jeunes, au combat. Il faut le signaler parce que ça n'a pas dû être simple dans les régions très touchées. En effet, ça a été compliqué parce que les infirmières qui travaillent à domicile sont d'abord obligées d'assurer ce qu'on appelle la continuité des soins, c'est-à-dire qu'elles doivent s'organiser pour que les patients à domicile aient leurs soins 7 jours sur 7. Donc, dès lors qu'une collègue était malade, les autres infirmières devaient assurer le roulement quand même de cette collègue, ce qui a sans doute impliqué des investissements pour les uns plus importants, alors même que ce sont des mamans, souvent aussi des femmes qui sont seules pour élever leurs enfants, et que pour faire garder les enfants, c'est compliqué comme pour d'autres personnes dans cette situation-là, parce que pour nous, le télétravail, ça n'existe pas. Donc, où on était au travail, où on était à la maison. Et donc, ça a posé des problèmes supplémentaires. Et il a fallu que les infirmières trouvent des modes de garde adaptés avec des horaires qui sont souvent décalés en plus. Céline, il y a eu des organisations de crèches dans les hôpitaux. Ça a été bien fait, à votre sens ? Alors, plus que des organisations de crèches dans les hôpitaux, c'est toutes les municipalités qui se sont organisées en fonction de leurs moyens aussi, et l'éducation nationale. La première semaine a été compliquée pour la mise en place. Ensuite, en ce qui concerne le monde hospitalier, parce que pour le monde libéral, c'était peut-être un peu différent, mais il me semble que l'éducation nationale et les municipalités ont aussi organisé les choses pour les soignants, qu'ils soient à l'hôpital ou en ville. La première semaine a été très compliquée, le temps que tout le monde s'organise. À partir de la deuxième semaine, c'était déjà un peu plus simple, même s'il y a des endroits en France où les choses ne se sont pas organisées par manque de moyens aussi. Sur des petites communes, les choses devaient être un peu compliquées dans la mise en place. Après, je sais que les établissements hospitaliers, eux, ont fait beaucoup en termes d'organisation pour garder les enfants des personnels soignants pour que ceux-ci puissent venir travailler. Alors voilà pour les conditions générales. Maintenant, on va essayer d'aborder les problèmes que vous avez rencontrés. Nicolas. Alors, on a rencontré au début de l'épidémie, on l'a vu, des problèmes de matériel. Quel a été, vous, votre ressenti? On a vu que les masques, au départ, le manque cruel de masques, au départ. Quel témoignage vous avez apporté? Est-ce que le problème est réglé désormais? Vous en trouvez facilement? Alors, comment dire? Effectivement, un peu compliqué au démarrage, je dirais même très compliqué au démarrage, puisque dans le Grand Est, quand la vague est arrivée, il n'y avait pas de matériel ou très peu. Les stocks dans les établissements n'étaient pas suffisants. Donc, nos soignants allaient effectivement, comme on le dit, depuis des semaines au front sans matériel ou pas avec un matériel.
pas avec un matériel suffisant en tout cas, ça c'est sûr. Aujourd'hui, ça va mieux. Mes collègues qui sont dans le Grand Est me disent qu'elles ont moins de difficultés à avoir, au moins des masques et pour travailler, ce qui n'est pas le cas de tout le matériel. En tout cas, au niveau des masques, dans le monde hospitalier, ça commence à se réguler. Catherine, dans le monde libéral, on en est où? Alors, dans le monde libéral, ça a été un petit peu plus compliqué. Aussi, au départ, on n'avait pas de masque parce que quand on travaille à domicile, on n'a pas forcément ce qu'on appelle des équipements de protection individuelle, sauf pour des soins particuliers pour des patients qui sont immunodéprimés. Et dans ces cas-là, on a un matériel spécifique qui est à disposition chez le patient. Là, on n'avait pas de masque. On nous a promis des masques en pharmacie. Ils ont eu beaucoup de mal à arriver. On nous avait promis des FFP2, on nous a dit après que les masques chirurgicaux suffisaient. Les dotations étaient de 6 masques par infirmière la première semaine et par semaine, quand on sait qu'un masque chirurgical, ça dure 4 heures. Maintenant, on a des dotations de 18 masques par semaine et par infirmière, en sachant qu'une infirmière libérale, sur une journée de travail normale, elle en utilise au moins 3 par jour, si tout va bien, puisque c'est toutes les 4 heures qu'il faut changer le masque chirurgical. Donc 18 masques, ça fait pour 6 jours. On voit bien que c'est vraiment juste. Pour autant, la question des masques est à peu près réglée. Mais le souci qui persiste de façon importante à domicile, c'est la question des autres équipements individuels, les blouses, les surblouses, les charlottes, les surchausses, qui sont nécessaires quand on suit à domicile des patients Covid. Et ce matériel, nous n'en avons pas. Non seulement nous n'en trouvons pas parce que les fournisseurs n'en ont pas, les stocks ont été réquisitionnés pour l'hôpital, donc on ne pouvait même pas en acheter. Il a fallu qu'on fasse appel au système D, appel aux collectivités territoriales, aux magasins de bricolage, aux pâtissiers. Il y a une solidarité locale qui s'est mise en place pour pouvoir récupérer du matériel, pour pouvoir protéger les soignants dans ces cas-là. Venons-en aux médicaments. Est-ce que vous avez dans vos pratiques, que ce soit à l'hôpital ou en libéral, on va commencer par Céline, est-ce que vous avez dans vos pratiques fait face au manque de médicaments de base pour traiter les patients Covid et non Covid d'ailleurs, depuis le début de la crise? Céline? Alors, donc moi, sur l'établissement où je suis dans le Grand Ouest, donc non, on n'a pas eu à faire face à cette problématique. Pour autant, la question s'est posée quand même, puisque nous avons accueilli beaucoup de patients en réanimation qui venaient du Grand Est et de la région parisienne pour soulager les effectifs sur le nord de la France. La question s'est posée puisque les stocks n'étaient pas immenses. Je suis en lien avec la PHP et je me rappelle d'une discussion il y a 3 semaines avec des médecins qui disaient « mais nous n'avons que 3 jours de curare devant nous pour la réanimation ». Et c'était juste impensable. 3 jours de réserve, c'est trop peu. Les questions se sont posées sur le Grand Est aussi. Je trouve impensable qu'on n'ait pas de réserve gouvernementale plus importante que ça. J'ai aussi appris que sur la question des médicaments, Sanofi, au mois de novembre l'année dernière, avec le ministère de l'économie, réfléchissait à comment on fait revenir les molécules actives en France, puisque tout est en Inde ou en Chine. Donc, voilà, je me pose la question, pourquoi en novembre, ils ont commencé à se poser des questions là-dessus. Et puis, on a vu apparaître là un décret disant qu'on pourrait, en réanimation, utiliser des médicaments vétérinaires. Bon, je voulais juste faire un petit rappel, on est la 6e puissance mondiale. Voilà, ça pose question. Catherine, et vous, dans votre pratique en ville, avez-vous été face à ce manque à cette pénurie de médicaments dans votre activité ? Non, pas du tout. À domicile, la question ne s'est pas posée. Il n'est pas remonté de difficultés particulières par rapport à ces questions de médicaments. Mais à domicile, on avait à traiter des patients qui n'étaient pas forcément dans des situations critiques, puisque toutes les situations critiques étaient à l'hôpital. À domicile, on n'était plus sur la surveillance des patients à risque et de façon à réagir dès lors qu'il y avait une décompensation pour orienter le patient à l'hôpital, mais
uniquement en cas de besoin pour éviter d'engorger les hôpitaux. Alors, mesdames, je crois qu'il faut signaler qu'en début de semaine, il y a le premier scoop, la première étude avec un médicament qui marche, pas un antiviral, bien évidemment, ça on n'a pas trouvé, mais un médicament qui va essayer d'éviter cette maladie du 7e jour, c'est-à-dire les patients qui d'un seul coup doivent aller en réanimation parce qu'ils vont très mal. Les résultats viennent d'arriver, c'est des médicaments anti-inflammatoires extrêmement puissants et je pense que ça va changer complètement le profil des réanimations. Alors, je crois que c'est une très bonne nouvelle parce que Céline, toutes les infirmières sont fatiguées, mais on peut quand même parler de l'épuisement physique des troupes hospitalières dans le Grand Est et dans Paris-Banlieue. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important de le dire et de le souligner. Nos personnels médicaux et paramédicaux dans le Grand Est et sur la région parisienne sont effectivement épuisés. Ils vont continuer à faire leur travail. On a de grosses inquiétudes au moment du déconfinement puisque ça annonce potentiellement une deuxième vague sur début mi-juin. Si on fait nos calculs, 11 mai, on commence à déconfiner. On arrive début juin, mi-mai, à mi-juin, à 14 jours, 20 jours du déconfinement. On attend. Nos personnels seront toujours sur le pont parce qu'il faut soigner les Français et que tout le monde sera là. Par contre, je suis très inquiète sur le après. Je suis très inquiète pour quand cette deuxième vague sera passée, ou si elle n'arrive pas, tant mieux. Mais là, nos professionnels tiennent le coup, ils n'ont pas le choix. Quand ça sera terminé, ils vont s'écrouler. Et je pense qu'on va avoir beaucoup d'arrêts de travail à la suite de ça. Personne n'en parle, personne n'y pense, personne n'anticipe cette chute. Et personne n'anticipe non plus le fait qu'on ait beaucoup de professionnels, je pense, qui vont se retrouver avec des syndromes post-traumatiques parce que ce qu'ils vivent dans le Grand Est et dans la région parisienne, c'est très dur psychologiquement. Alors parlons maintenant un peu d'économie. Pour faire ce travail à risque, c'est quoi le salaire moyen d'une infirmière à l'hôpital, d'abord, en ville, ensuite? Alors, j'ai trouvé des chiffres qui sont pas complètement... C'est des chiffres sur le papier, en fait, si vous voulez. Le salaire moyen infirmier en France est à 2200 € à peu près. C'est sur le papier si on prend la base, donc le premier échelon dans la carrière d'une infirmière et le tout dernier échelon. Il faut savoir que le dernier échelon en catégorie A, il n'y a aucune infirmière qui arrivera au bout de sa carrière sur ce dernier échelon. Je vais vous parler du chiffre de début de carrière. Une infirmière qui sort de l'école pour 2 ans touche 1600 € par mois, brut. 1600 € brut par mois. Et vous, Catherine? Pour les infirmières libérales? Infirmiers et infirmières libérales. Pour les infirmières libérales, la question est totalement différente. D'abord, on ne peut pas parler de salaire, puisque nous sommes libéraux. Nous sommes payés à l'acte. Donc, les revenus vont dépendre de l'activité de l'infirmière, selon qu'elle va travailler plus ou moins, selon qu'elle va faire le choix de travailler 30 jours par mois, 15 jours par mois, 20 jours par mois. Donc, c'est très difficile d'avoir une idée précise des revenus. Ce qu'on peut dire, c'est que voilà, une piqûre à domicile, avec le déplacement, c'est 7 €. Voilà, quand on se déplace pour faire une injection chez un patient, c'est 4,50 € la piqûre et le déplacement est rémunéré à 2,50 €. Un pansement classique, c'est 6,30 € plus 2,50 €. Tous ces honoraires sont des honoraires bruts puisque les infirmiers libéraux doivent payer leurs charges sociales, leurs charges de retraite, leurs cotisations retraite, doivent louer leur local, acheter leur matériel, acheter leur voiture qui est un outil, qui est un véritable outil de travail puisqu'on se déplace beaucoup, on roule beaucoup. Les infirmiers libéraux sont les derniers professionnels de santé à se rendre quasi quotidiennement au domicile de leurs patients. Donc la voiture est un véritable outil
de travail. Il est indispensable d'avoir des voitures qui marchent parce qu'on ne peut pas se permettre de tomber en panne, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on doit assurer la continuité des soins. Si on est malade et si on n'a pas de remplaçante, il faut qu'on se débrouille pour quand même assurer les soins. On n'a pas de congé payé, on n'a pas d'indemnité journalière en cas de maladie, etc. etc. Donc c'est très compliqué de dire des salaires, quel est le revenu moyen d'une infirmière. Et comme le disait Céline, entre l'infirmière qui va avoir une activité normale, elle va avoir un revenu net aux alentours de peut-être 2000, 2500 euros. Et puis, il y en a d'autres qui vont travailler beaucoup, 7 jours sur 7, 30 jours par mois. Bon, après, ceux-là, effectivement, ils peuvent avoir des revenus plus élevés. Donc, c'est très difficile quand même de donner une idée précise. Ce qui est évident, c'est qu'on peut plus facilement harmoniser sa vie professionnelle et sa vie personnelle quand on est un libéral. Mais ça, c'est une expérience, c'est mon expérience personnelle qui me permet de le dire. Alors, on comprend bien qu'on ne devient pas infirmière pour devenir riche avec les salaires, les chiffres que vous nous donnez. Alors, comme les Français commencent à découvrir que vous travaillez, vous êtes extrêmement performante et vous n'avez pas des gros salaires, le ministre de la Santé, dans sa grande générosité, vous attribue une prime de 500 et 1500 euros. Alors d'abord, c'est que pour les hospitaliers. Et puis, quel est votre sentiment devant ce chiffre, Céline? Mon sentiment, je suis très, très partagée. Pourquoi? Parce que vouloir valoriser pécuniairement les efforts qui ont été faits par les personnels soignants sur cette crise, on peut pas nier que c'est plutôt louable. Je suis assez partagée parce que j'ai quand même bien peur qu'on en reste là. Et qu'à la fin, on n'aille pas sur le sujet des réelles revalorisations de salaire. J'ai un peu peur que ça soit la petite carotte pour dire à la fin, mais de quoi vous vous plaignez? Vous avez eu une prime, ça doit être suffisant. Et puis, tout ce que comporte cette prime en termes d'inégalité à l'hôpital aussi, parce que c'est 1500 euros pour ceux qui ont été dans les secteurs Covid et en réanimation. Par contre, ça sera 500 euros pour les autres qui n'étaient pas dans des secteurs Covid, mais il faut juste dire que ceux qui n'étaient pas dans les secteurs Covid, ils ont participé à toute la réorganisation de l'hôpital pour que l'augmentation de lits de réanimation soit possible. Ils ont accueilli dans leurs services des pathologies qu'ils n'avaient pas l'habitude de prendre en charge pour que leurs collègues puissent ouvrir de multiples lits de réanimation supplémentaires. Et puis, quand on parle de soignants, on parle de qui? Des infirmières, des aides-soignantes? Est-ce qu'on parle de la femme de ménage qui nettoie les sols et les salles de bain? Est-ce qu'on parle du brancardier qui aura transporté ses patients d'un point A à un point B? Est-ce qu'on parle des manipulateurs radio qui leur font les radios pulmonaires à ces patients-là? Voilà, ça pose encore beaucoup de questions. J'attends avec impatience le texte pour savoir comment cette prime sera appliquée. Et je le dis d'ores et déjà, ça ne nous fera pas taire sur les vraies revalorisations de salaire qu'il doit y avoir à la fin de cette crise. Je pense que nos soignants ont bien démontré leurs compétences, leur capacité d'adaptation et leur abnégation totale dans cette situation. On a bien compris que vous êtes choquée. Catherine, cette prime, elle passe à côté des libérales, alors que vous allez dans les EHPAD, qu'il y a des cliniques, que c'est pas pour vous. Alors, la question pour les libéraux, elle est différente. Elle est différente parce que dans un premier temps, il a fallu rapidement trouver un acte, puisque comme je vous le disais, on était payé à l'acte, et la prise en charge des patients Covid n'était pas prévue dans notre nomenclature. Donc, dans un premier temps, il a fallu créer un acte. Cet acte qui a été créé, c'était l'acte de surveillance clinique infirmière à domicile. Il se trouve que, paradoxalement, dans cette crise, l'activité des professionnels de santé libéraux et notamment des médecins a chuté. Ils ont eu une grosse perte d'activité et en fait, les médecins se sont donc chargés de ces surveillances à domicile de patients Covid qui ont échappé dans quasiment tous les secteurs aux infirmiers libéraux, qui se sont quand même retrouvés à devoir aller à domicile des patients
pour des actes, comme je vous disais tout à l'heure, pour 7 €, mais avec la nécessité de s'équiper. C'est très long, il faut s'habiller, mettre la blouse, etc. Et pour ça, on n'a pas de rémunération précise. Et l'activité des infirmiers a également baissé puisqu'il y a eu moins d'activité hospitalière chirurgicale, donc pas de soins de retour à domicile. Il y a des patients malheureusement qui ont par peur renoncé à des soins. Et donc, il y a quelquefois, dans certains secteurs, des infirmiers libéraux qui se sont retrouvés avec une grosse chute d'activité. Et donc, ça, c'est un enjeu, c'est un problème important. Et nous sommes actuellement en train de discuter avec l'assurance maladie pour qu'il y ait des compensations pour ces professionnels de santé qui, comme je vous le disais, continuent à devoir payer leurs charges d'URSSAF, leurs charges de caisse de retraite, etc. Donc, ils doivent faire face à des charges qui, elles, persistent avec des revenus qui ont baissé. Donc, on est actuellement en train de négocier cette compensation de perte de ressources. Et donc, on a eu des frais supplémentaires, que ce soit dans les clusters, parce que dans les clusters, ils ont beaucoup travaillé, ils ont utilisé beaucoup de matériel et ils l'ont utilisé, que dans les autres régions, où même si il n'y a pas eu une grosse activité autour du Covid, on s'est quand même organisé. Et comme le disait Céline, on a passé énormément de temps et de temps bénévole à récupérer du matériel, à organiser les tournées Covid en ville, à faire de la coordination avec les autres professionnels de santé, avec les médecins, et tout ça bénévolement sur notre temps libre. Dites-moi, Céline, on a compris donc chez les libéraux, les négociations ont commencé. Vous, est-ce que ça sera votre principale négociation, bien évidemment, les revalorisations salariales, mais est-ce que la colère gronde? Vous la sentez gronder ou c'est pour un peu plus tard? Oui, la colère gronde. On entend les professionnels dire c'est pas possible qu'on se retrouve dans cette situation alors que ça fait déjà plusieurs années qu'on le dit et qu'on le crie que s'il y a une crise sanitaire majeure, le monde hospitalier sera confronté à une grosse problématique. Bon, ben ça y est, maintenant on a vu ce que ça donnait, effectivement, on est en plein dedans et on s'est bien rendu compte que ceux qui descendaient dans la rue pour décrier leurs conditions de travail n'avaient pas complètement tort. Oui, la colère gronde, mais la mobilisation ne sera pas pour maintenant. Pourquoi? Parce qu'il va falloir attendre qu'ils se reposent, nos soignants, et il va falloir attendre un petit peu qu'ils retrouvent de l'énergie, puisque le combat qu'on va mener après risque d'être long. J'espère que nos pouvoirs publics ont pris la mesure de ce qui vient de se passer et que nous n'aurons pas à combattre longtemps, mais je ne sais pas pourquoi, j'y crois pas vraiment. Et Céline, pour continuer, comment vont se conduire ces négociations? Elles vont être unitaires avec l'ensemble des soignants, y compris les médecins à l'hôpital, avec les libéraux aussi. Vous avez déjà, face à cette colère, face à ces collaborations qui sont installées aussi, comme on a rarement vu, entre les libéraux, les hospitaliers, entre les médecins, les infirmiers, toutes les autres paramédicaux, comme vous l'avez dit. Est-ce que du coup, ces collaborations, elles vont se retrouver aussi dans l'expression de cette colère? Comment vous allez mener ces négociations? Je pense que oui, puisque avant déjà cette crise sanitaire, effectivement, on a vu des collectifs médicaux se mettre en place et s'allier avec des syndicats médicaux et paramédicaux pour les revendications qui sont, au moins pour le monde hospitalier, les mêmes. Donc c'est revoir les grilles de salaire et avoir des lits à l'hôpital pour l'accueil des patients en situation de crise comme on vient de vivre et avoir du personnel au pied du lit des patients. Et ces revendications-là, qu'elles soient médicales ou paramédicales, on a exactement les mêmes. J'espère juste qu'on va continuer à être main dans la main sur le après dans ces négociations parce que je pense vraiment que l'union fait la force. Et vous, Catherine, brièvement, en quelques minutes, comment le monde libéral souhaite s'inscrire aussi dans ces revendications? De manière unifiée ou pour sa propre chapelle? Non, ça sera sans doute de manière unifiée, parce que ce qu'a révélé cette crise sanitaire en ville, c'est que les professionnels de santé devaient s'organiser en pluriprofessionnalité, en transversalité, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les kinés.
Et depuis quelques années déjà, hein, dans la mise en place de la régionalisation et dans la mise en place de ce qu'on appelle les communautés professionnelles territoriales de santé, les fameuses CPTS, mise en place depuis la loi Bachelot et clairement en route et en œuvre depuis quelques mois, quelques années. C'est un regroupement, une organisation pluriprofessionnelle de la ville pour des prises en charge de patients et de façon à créer, comme le disait en début d'émission Céline, un parcours de soins du patient. Le patient doit être inscrit dans un parcours, hein, aussi bien entre l'hôpital et la ville, mais en ville aussi, entre les différents professionnels de santé que sont les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les kinés, les orthophonistes. Il faut qu'on travaille ensemble. Et la crise Covid a mis en évidence cette nécessaire organisation en ville. Il y a des CPTS qui étaient émergentes ou à peine naissantes, qui ont trouvé un élan dans cette crise sanitaire parce qu'il a fallu s'organiser. Ça a permis aux professionnels de santé de se rencontrer, de se connaître et de mettre en place des stratégies de prise en charge commune. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on continue après la crise parce qu'il est essentiel d'organiser le maintien à domicile avec les différents professionnels de santé parce que c'est quand même l'avenir de notre système. On a une population vieillissante, on a des pathologies chroniques qui s'installent de façon exponentielle et on ne va pas pouvoir soigner tous ces gens à l'hôpital. Il y a le développement de l'ambulatoire qui va nécessiter que les professionnels de santé en ville puissent prendre le relais de façon organisée et efficiente. Et tout ça, il va falloir qu'on le travaille ensemble en ville avec l'ensemble des professionnels de santé. Merci Catherine. Alors, je suppose que le grand combat commencera à la rentrée. On l'a compris, Céline. Nous vous souhaitons de profiter vite de l'énorme potentiel de popularité et d'admiration qui vous touche parce que les problèmes auxquels les Français vont être en grande majorité associés risquent de leur donner la mémoire peut-être un peu courte. Sachez que plusieurs infirmières hospitalières qui se battent sur le terrain, à qui je demandais de venir témoigner de leur combat ces dernières semaines, des gens non syndiqués, des gens qui sont anonymes, dans des établissements parisiens, ont décliné par peur de représailles de leur administration. Et je voulais dire que je trouve ça proprement scandaleux. Alors, madame, je voudrais vous demander une conclusion assez brève, parce que l'émission touche à sa fin. On commence par vous, Céline. La conclusion, pour moi, elle est très simple. Rendez-vous le jour d'après. Et j'espère juste que la population française va se rappeler de tout ce qu'on a fait là pour eux, de tout ce que mes collègues ont fait pour eux, et j'espère qu'elle sera à nos côtés pour nous défendre et pour ouvrir les yeux à nos pouvoirs publics. Et on ressortira bien évidemment la déclaration de notre président qui a dit « Nous gagnons cette guerre à n'importe quel prix, n'importe quel coût ». Donc le message était clair en ce qui vous concerne. Votre conclusion, Catherine, brièvement ? Alors moi, je voudrais dire brièvement, effectivement, que cette crise ne doit pas être un one-shot. Il va falloir vraiment tirer des conclusions à tous les niveaux. Il va falloir vraiment prendre en compte la mesure des capacités de chacun et surtout, j'insiste vraiment, la mesure des compétences. On le dénonce depuis plusieurs années, des compétences inutilisées des infirmiers. On a la possibilité de faire plein de choses et un petit peu plus d'autonomie permettrait encore d'aller plus loin, de répondre encore mieux aux besoins de la population. On a prouvé dans cette crise qu'on était capable de s'organiser, d'être réactif, d'être responsable et d'exercer notre art, parce qu'on parle d'art infirmier, mais je crois d'exercer notre art dans toutes les dimensions, dans l'urgence, dans le domicile, pour les personnes âgées, pour l'éducation à la santé, dans tous ces domaines. Merci à vous deux. Juste un dernier mot, Céline. Le fait que votre profession est très majoritairement féminine, ça rend les négociations plus difficiles quand on sait que le monde est plutôt machiste, et en particulier dans l'administration ?
Je vais être un peu vulgaire pour vous répondre, mais je vais reprendre une phrase qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Eh bien, je pense que le monde paramédical et les infirmières viennent de prouver à tout le monde que sous leur blouse, on avait une paire de couilles. Écoutez, je pense que les négociateurs, à vous voir tous les deux, vont passer peut-être des moments difficiles et c'est bien normal et j'espère que ça se passera comme ça. Merci à vous deux, vous êtes parfaitement clairs, vous avez donné une vision unie de votre monde et je vous remercie de la participation à cette émission. À très bientôt. De toute façon, les jeudis des professions de la santé resteront ouverts pour justement que vous puissiez vous exprimer. Nicolas, un dernier mot ? Déjà, merci aux soignants pour ce qu'ils font, ce qu'ils vont continuer à faire dans des conditions souvent périlleuses. Un grand merci. Puis brièvement, c'est une émission pour les collaborations professionnelles entre tous les soignants. J'espère que la crise Covid pourra faire en sorte qu'on tire les enseignements du bien fondé et de la nécessité de ces collaborations. Et vous serez là pour en témoigner. Bien sûr, Jean-François. Voilà, on vous retouche, j'avais peur. Cette émission est terminée. Merci à vous, toutes les deux. Merci à vous, Nicolas. Merci à tous ceux qui nous regardent. Si vous voulez revoir nos émissions, il y a notre chaîne YouTube Fréquence Médicale. Cette émission sera très vite en ligne. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.